Hello Raphaël, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Merci, moi aussi, ça me fait trop plaisir de te revoir, Rachel. Alors, pour ceux qui nous écoutent, que je remercie, Rachel, je la connaissais de mon époque entrepreneuriat social en France, à Paris, à l'époque où je travaillais pour Tout de Baume. Rachel avait monté une super boîte qui s'appelait Idéo Collection, qui faisait aussi des textiles, enfin des vêtements éthiques, équitables, etc. On a fait partie d'une bande de précurseurs pour qui ça a tourné de manière pas forcément bonne. Et du coup, je retrouve Rachel 15 ans plus tard et on fait le point sur, parce qu'elle a beaucoup évolué dans sa vie, moi aussi, et ça m'intéresse beaucoup de savoir justement comment ce parcours s'est fait. Donc, du coup, est-ce que tu veux bien te présenter, Rachel, et nous dire bah ouais, qui tu es, ce que tu fais et peut-être comment t'en es arrivée là? Avec plaisir. Merci Raphaël pour cette invitation et toi aussi, tu as une évolution incroyable. Donc déjà, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de renouer avec toi. Oui, alors bah, effectivement, comme tu l'as dit, Idéo comme l'entreprise pour laquelle tu as travaillé à l'époque, tout de bon, on était parmi les précurseurs de ce qu'on a appelé après la mode éthique. Donc Idéo, c'est une boîte que j'ai fondée en 2002. Ben voilà, j'ai géré avec l'équipe pendant une douzaine d'années, hein, puisque voilà, réellement le projet a démarré dans les années 2000 et on s'est arrêté en 2012. Tu faisais Donc c'est une figure de super fer de aventure. lance. Ouais, tu faisais figure de fer de lance. Idéo Collection, c'était ceux qu'on regardait, qui étaient successful, etc. C'est ça, on était parmi les premiers, mais rapidement rejoints par d'autres créations de talents, comme tout de bon, bien sûr. Mais ouais, c'était une époque assez pionnière de ce secteur. J'ai trouvé ça passionnant, voilà, de lancer l'entrepreneuriat social dans ce domaine de la mode, du textile. On a passé énormément de temps, mais comme vous, j'imagine, à faire de la pédagogie, à expliquer aux gens bah, qu'est-ce que le bio, pourquoi c'est important de s'habiller aussi avec des valeurs. Et donc, c'était passionnant, mais en même temps, bah voilà, les ventes, c'était un peu plus compliqué. Et même maintenant, en 2012, en 2023 aujourd'hui, donc c'est-à-dire ben, plus de 20 ans après, ça reste un challenge de faire que les gens prennent conscience de l'impact des vêtements sur la planète et leur santé. Donc voilà, une super aventure. Et en 2012, effectivement, on a dû bah, malheureusement se rendre à l'évidence qu'on n'allait pas pouvoir continuer parce que ben, voilà, malgré des investissements, malgré l'envie, malgré une équipe formidable, on ne pouvait plus faire face à nos charges. Donc on a dû déposer le bilan. Et effectivement, c'est une expérience pour peut-être ceux qui l'ont vécu, voilà, vous le voyez, c'est une expérience qui est vraiment douloureuse parce que c'est tirer un trait sur ben, en l'occurrence, pour nous, c'était 12 années pratiquement d'engagement à fond, mais aussi des valeurs, mais aussi des fournisseurs qui comptaient sur nous, bah, les salariés, voilà. Et en tant que chef d'entreprise, ben, je me suis retrouvée à devoir piloter tout ça comme un projet, sauf que c'est plutôt un projet de fin qu'un projet qui a vocation à grandir. Donc ça, c'est un moment difficile, au point qu'il y a même une association qui s'appelle APESA qui s'est créée désormais pour aider le chef d'entreprise sur sa santé mentale, hein, sur son bien-être au moment de déposer les bilans, parce qu'il y avait Oui, parce que beaucoup tu disais concrètement, tu vas au tribunal, hein, c'est ça, tu te sentais Alors un peu exactement. criminel. En fait, c'est ça, c'est ça. Donc tu te retrouves, toi, chef d'entreprise, à être convoqué au tribunal. Enfin, tu vas déjà déposer tes bilans au tribunal et après, tu es convoqué pour presque une sorte d'enquête pour vérifier que, bah oui, en effet, il n'y avait pas d'autre solution, que tu n'as pas fait de malversation, etc. Et moi, pour moi, quand tu es convoqué au tribunal, c'est que tu as fait quelque chose de mal. C'est que donc, effectivement, tu es le coupable. Et ça, c'était super dur à vivre. Donc voilà, c'était en mai 2012. Moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là, alors je ne mettais pas du tout le mot de burn-out à l'époque, hein, je me disais juste, t'es crevé, t'as mal à la tête, t'as envie de pleurer tout le temps, mais bon, c'est normal parce que tu vis un truc difficile, c'est rien, ça va passer. Donc j'ai géré tout ça très simplement en balançant tout sous le tapis, et en disant, je suis enceinte, de toute façon on a choisi de changer de vie, on va quitter Paris pour la Bourgogne, donc tout ça, on s'en fout, je repasserai plus jamais devant mon ancien lieu de travail, et on passe à autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, on Derrière, balance tout. Ouais, sur c'est ça. pied-de-nant, oui, C'est ça, exactement. en Alors, espérant que ça ne ressorte pas de la boîte à magie. exactement, Raphaël, tu as bien compris que, évidemment, en gérant les choses comme ça, sur le coup, ça va plus vite et à moyen, long terme, ça te ressaute à la figure, ce qui m'est arrivé évidemment après.
Rétrospectivement, aujourd'hui, je dis, bah, bien sûr que c'était un burn-out, hein, quand t'en es à pleurer presque tous les jours et avoir mal au ventre à l'idée de mettre un orteil dans ton lieu de travail, c'est pas bon signe. Et là, tu parles de ton Voilà. nouveau lieu de travail Là, ou je de parle l'ancien lieu de de travail? l'ancien, voilà, D'accord. Ok. de Idéo Ouais. quand j'ai fermé la boîte, les mois qui ont précédé, en fait, qui étaient super D'accord. durs, parce qu'évidemment, avant de déposer le bilan, bah, tu as tout tenté, quoi. Donc, ça veut dire repousser des factures, avoir l'huissier qui sonne à la porte, commencer à licencier des gens, enfin, tout faire pour alléger et voir que malgré tout, le bateau va pas redécoller, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un boulot dans un secteur qui avait rien à voir parce que bah, effectivement, la logique aurait peut-être voulu que je capitalise sur mon expérience de pionnière de l'entrepreneuriat social, mon expérience aussi en textile bio, sourcing, marketing, machin. Mais pour moi, en fait, j'avais vraiment envie de faire autre chose. C'est-à-dire que je me disais, non, dans cette nouvelle vie, moi, j'ai envie d'une aventure qui a rien à voir, entièrement nouvelle et je me sens pas, entre guillemets, condamnée par ce que j'ai fait avant à devoir continuer. J'ai envie d'autre chose. Et je ne sais pas encore quoi. J'ai fait un peu au feeling. J'ai pris un job dans une association, une grosse association qui s'occupait de ce qu'on va appeler développement personnel, même si le terme, évidemment, est hyper mal connoté souvent. Tout ce que ça voulait dire, c'est que en fait, on aidait, enfin, on accompagnait les gens qui cherchaient du sens, qui avaient envie de se former à des techniques de bien-être, médecine douce, psychologie, spiritualité aussi. Donc, on accueillait des moines bouddhistes, des prêtres Excellent. cathos, des psys, des chamans. Voilà, c'était hyper intéressant. Je ne connaissais pas du tout cet univers. Donc, je me suis retrouvée à gérer un château où on recevait 2500 personnes par an sur différentes thématiques, voilà, comme j'ai évoqué, et à organiser une à deux fois par an un événement avec 1500 personnes autour voilà, de thématiques comme qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que la fraternité, etc. Donc, hyper intéressant. Et comme je n'avais pas du tout géré mon rapport au travail et que j'étais toujours du genre à m'impliquer à fond les ballons, eh bien, le burn-out a repointé le bout de son nez au bout de 4 ans. D'autant plus que bah voilà, il y avait aussi une ambiance très compliquée au sein de l'association. Ça m'a permis de constater que le monde de l'association, c'était pas pour moi. Mm. Tout ce qui est gouvernance trop complexe, ça ne me convient pas. Voilà, j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions rapidement et pas en référer à 15 personnes. J'ai aussi besoin que les choses soient dites de manière simple et claire. Voilà. Et Donc, du coup, à ce moment-là, tu mets du coup le mot burn-out sur ton expérience d'avant ou pas encore? pas encore. D'accord. Ça met beaucoup de temps et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, avec mon expérience actuelle de Human Tempo. C'est-à-dire que quand, sur le coup, tu as pas pu être bien accompagné ou tu as pas souhaité, gérer, ce qui s'est passé, bah, c'est la plupart des gens ne mettent pas le mot burn-out. C'est juste en revisitant leur histoire qu'ils se disent, «Rétrospectivement, je m'aperçois que ce que j'ai vécu à ce moment-là, bah, c'était un burn-out». Voilà. Donc moi, non, bien sûr, je mettais pas du tout de mots, mais même en 2016, quand j'ai à nouveau vécu un burn-out, hein, pareil, même symptôme, euh, je mettais pas non plus encore le mot burn-out. C'était je suis fatiguée, c'est un pré-burn-out, c'est juste un moment de pas bien qui va pas durer, etc. Et en fait, maintenant, tu vois, avec du recul, la réalité, c'est que j'avais tous les symptômes de l'épuisement, vacances non reposantes, cynisme, douleurs musculo-squelettiques, difficulté à gérer mes émotions, etc., etc. Manque d'efficacité alors que tu bosses de plus en plus, mais juste parce que tu es tellement focalisé par les problèmes. J'ai mis 2 ans à vraiment en sortir complètement. Pour moi, le marqueur de ça y est, c'est fini, c'est je peux repasser devant mon lieu de travail sans que ça me serre le ventre. Voilà. Ah ouais, Donc à ça, ce deux point. ans. Voilà. Ça veut D'accord. pas dire que pendant 2 ans, tu fais rien, hein. Ça veut dire que enfin, il faut 2 ans pour que ton corps évacue le trauma. Et ça, c'est Enfin, prouvé ou dans mon cas. c'est dans ton cas? C'est pour moi. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, je peux pas dire. On est tous différents et les traumas sont plus ou moins ancrés profondément. Ça peut rebondir sur des expériences passées comme moi ou des expériences même plus profondes qui peuvent venir de ton enfance, etc. En tout cas, voilà. Pour moi, ça a mis 2 ans pour évacuer et des personnes que j'accompagne, c'est un délai qui est parfaitement raisonnable.
Et Alors alors, pour du coup, 2 ans, rassurer. toi, t'as été accompagnée pendant ces 2 ans-là ou non? Et non, parce que je suis incapable, enfin j'étais De incapable demander de de l'aide. demander de l'aide. Mais bien sûr, C'est parce aussi qu'il n'y pour a ça pas que de ça. problème. Mais bien sûr, voilà. Donc, en fait, si, comme beaucoup de gens, je me suis fait accompagner de manière totalement informelle, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j'ai regardé des vidéos sur justement, parce que, en fait, ce qui s'est passé sur ce deuxième épisode d'épuisement, donc fin 2016, c'est que je me suis dit, tiens, je me retrouve dans le même état qu'en 2012. J'ai l'impression que la dernière fois, je ne l'ai pas du tout géré. Cette fois-ci, j'ai envie de le vivre les yeux grands ouverts. C'est-à-dire, je vais observer ce qui se passe en moi, parce que je trouve ça pas normal que ça soit si dur, si violent, la vie professionnelle. C'est pas ce qu'on m'avait vendu et je pense pas qu'il y ait de raison que ça soit le cas. Donc, voyons voir ce qui m'arrive. Tiens, je constate que je suis chez moi, j'ai plus aucune responsabilité, parce que pour le coup, j'étais directrice, donc salariée, donc licenciée, enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle. Donc, j'avais du jour au lendemain plus aucune responsabilité. Et pourtant, j'ai encore tous les symptômes du stress. Que se passe-t-il? Donc, voilà, ça, tu vois, pour ne plus me lever en étant hyper stressée, ça m'a mis 3 semaines. Et pendant 3 semaines, je me levais, j'étais physiquement hyper stressée. Je me disais, ben, c'est bizarre parce que j'ai aucune raison de l'être. C'est juste, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour que, il envoie encore tous ces signaux de stress. Petit à petit, voilà, j'étais plus obnubilée par le boulot. J'avais plus de rancœur. J'ai retrouvé l'envie, l'énergie. Je dormais moins. Et puis, je te dis, voilà, le symptôme qui est passé, qui a mis le plus de temps à passer, c'est quand je passe sur la route où il y a mon ancien lieu de travail, tu commences à dire bon, je me sens pas très Attention. bien. Et au bout de 2 ans, voilà, enfin, tu peux passer devant en disant ah tiens, c'est là où maman travaillait les enfants. Ah ouais. Voilà. Ok. Ouais. Donc ça a été 2 années de reconstruction, mais aussi d'évolution, de formation, comme je te disais, lecture, rencontres, plein de choses passionnantes qui m'ont amené à créer aujourd'hui Human Tempo. Voilà. Ah, donc tu l'as Euh, créé, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as créé avec une acolyte, hein, si j'ai bien compris. exactement. Voilà. Ça a été Alors, lié à une rencontre parce que moi, ça m'intéresse vraiment dans les parcours de vie, ce qui est lié ou pas à des moments ou à des rencontres, parce que rien ne se fait en une fois, etc. Mais je trouve qu'il y a souvent des personnes déclencheuses et je trouve que l'entourage fait partie vraiment des hmm, moteurs de motivation, d'entrain, de confiance en soi, etc. Donc du coup, je trouve ça intéressant ouais, de savoir comment il y a eu le ouais. déclic. Carrément. Alors, en fait, à l'origine, je m'étais dit, bon, cette fois-ci, je sortais de l'association hein, où je devais gérer des décisions prises à 15 et c'était horrible, enfin pour moi en tout cas. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'être toute seule et de n'avoir de compte à rendre que à moi. Donc, je vais créer cette boîte toute seule. Défi pour moi, tu vois, parce que je suis pas du tout solitaire à la base. Donc, je me suis lancée. Alors, ce que j'ai fait toute seule, c'est le début du concept, trouver le nom, créer le premier site web et créer des tout premiers séjours toute seule. Parce qu'en fait, cette fois-ci, et puis c'est aussi la tendance de l'époque, hein, on est beaucoup moins, par rapport à 2002 où j'avais créé ma première entreprise, on est beaucoup moins dans j'ai fait mon étude de marché, je fais mon business plan, j'étudie toutes les possibilités, machin, et enfin, je me lance. Maintenant, on est plus sur je me lance, même si Et le produit j'apprends, il et est pas j'apprends parfait. en marchant. Je me prends des baffes, voilà, je pivote, je pivote, je pivote jusqu'à ce que je trouve le fit. Ouais, Et mais donc, ça, c'est c'est ce un truc que hyper j'ai. important que j'ai appris aussi en lançant Mm, mon activité, en étant accompagnée pour comprendre ça. Ça sert à rien d'attendre que tout soit parfait. Lance-toi, tu vas apprendre beaucoup exactement. plus, tu vas recevoir des feedbacks, du coup, tu vas pouvoir, et comme tu dis, pivoter, etc. Enfin, c'est une forme d'intelligence dans la flexibilité, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce que j'avais envie de faire, ce qu'on a fait enfin, ce que j'ai fait à l'origine seule pour Human Tempo. Donc, j'ai lancé un premier séjour avec une ambition modeste, hein. C'est genre, voilà, 5 jours pour se reposer, faire le point, se poser des bonnes questions et être accompagné par du bien-être, donc yoga, massage, etc. Et accessoirement, moi, qui débutais complètement, j'avais juste fait ma petite formation de coaching, avec qui vous pourrez parler, mais sans promesse de résultat. Voilà. Et en fait, ça a plutôt bien marché pour un truc qui n'avait aucun historique. Donc, j'ai eu, au Tu l'as fait sens où chez j'ai qui? eu, Tu l'as fait dans ton salon? oui, j'ai trouvé, j'ai des copains pas loin d'ici qui ont un super éco-gîte. Mm. Donc, en fait, j'aurais dit, voilà, c'est toujours en mode on prototype avec un minimum de risque. Donc, j'aurais dit, ben, est-ce que vous avez des semaines creuses où vous savez que d'habitude, ça ne se remplit pas complètement?
Donc, parce qu'ils ont 10 chambres. Donc, ils m'ont dit, ben oui, voilà, il y a telle semaine. J'ai dit, bah, est-ce que je peux t'en prendre deux? Si j'ai des inscrits, tu me fais payer. Si j'ai pas d'inscrits, est-ce que c'est OK que je paye pas? Donc, ils m'ont dit, ouais, bien sûr, pas de souci. Trop bien. Et j'ai trouvé pareil, prof de yoga, masseur, etc., qui était OK de partir sur ce deal en disant, bah, on part du principe que c'est que du bonus si ça se fait. Donc, j'ai fait des premiers séjours comme ça. Et en fait, j'avais rencontré parmi les prestataires potentiels une fille super qui s'appelait Virginie et qui était sophrologue. Je me suis dit, ah bah cool, sophrologie. Donc, elle a collaboré sur les premiers moments, enfin sur les premiers séjours en tant que sophrologue. Et on s'est bien entendu et surtout, ce que j'ai ressenti avec Virginie, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que sur ce projet-là, alors c'est marrant hein, parce que tu vois, sur IDEO, on était deux associés. Mon associée était styliste, donc elle prenait le côté un peu élan, enthousiasme, création de trucs dans tous les sens. Et moi, de facto, j'étais les chiffres, rationalité, celle qui doit dire non, celle qui s'efforce d'amener un peu de cadre dans tout ça. Et en fait, j'avais plus du tout envie de ce rôle-là. J'avais envie d'être, alors dans une moindre mesure, hein, bien sûr, mais celle qui amène l'élan, l'énergie, la folie, la créativité. Et donc, Virginie, en fait, eh ben, elle est hyper complémentaire au sens où elle aussi, elle est bien sûr créative, super enthousiaste et pleine d'énergie. Mais ça lui va bien, en fait, d'assurer la sécurité du projet. Rôle que je ne voulais enfin, que je prends en partie, hein, je fais pas n'importe quoi, bien sûr, mais dont je voulais plus être, tu sais, avoir la casquette, quoi. Est-ce Donc, qu'il y a elle fait... gestionnaire? J'ai fait Ouais, HEC, voilà. alors c'est moi qui m'occupe de la gestion. Et ben voilà, c'est ça, il n'y a pas de raison, tu vois. Donc, effectivement, elle a pris en main vraiment cet aspect-là. Donc, gestion, planning, organisation, relation avec les prestataires, machin. Et elle fait ça super bien. Et en plus de ça, elle a des idées, elle développe, c'est une super formatrice aussi. Donc, aujourd'hui, on fait à 80% le même boulot et 20%, moi, je vais faire plus la com et idées farfelues. Et elle, faire un peu plus sécurité et gestion. Donc, j'ai Ah non. l'impression ouais, que c'est le bon fit pour ce projet-là. Et c'est intéressant ce que Voilà. tu dis parce que je trouve que on a tendance à se limiter souvent dans justement la casquette de ce que tu sais faire, ta boîte à outils, le truc qu'on t'a Mm. appris ou le truc que tu as fait dans tes métiers précédents et te dire bon bah de toute façon voilà j'étais gestionnaire donc je suis bonne pour être gestionnaire. Alors, en oubliant de faire ce travail d'introspection, de se dire en fait, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'en a pas apporté dans mon boulot précédent? Qu'est-ce qui m'en apporterait dans mon boulot maintenant? Et de se dire, en fait, c'est possible. Je veux dire, je suis pas vouée à être une gestionnaire. On a tous un cerveau créatif, un cerveau C'est ça. rationnel. Voilà, on a tous les deux. Donc, c'est intéressant de, je Mm. trouve, de faire l'exercice de savoir ce dont tu veux plus, ce dont tu veux Ouais. moins, ce dont tu veux plus du tout. Et souvent, on Yes. fait pas assez l'exercice. Donc, c'est bien. Et du coup, je t'ai interrompu. Tu m'as pas dit combien tu as eu d'inscrits sur ton premier séminaire? Ah, j'en ai eu 5. Ah, super. Alors, c'était déjà très bien, tu vois. Ouais, calme. Je m'étais dit à 4, je fais le séjour, et à 5, ben, c'est bien. Sachant que j'ai juste fait un peu de pub sur Facebook, payante quand même, et un peu de bouche à oreille. Voilà. Donc, j'ai une personne qui est Super. venue par bouche à oreille et 4 qui sont venus par Facebook. Alors, ça n'a pas toujours été simple, hein. C'est pas du tout un long fleuve tranquille, tu vois. En 2018, on a fait 3 séjours qu'on a réussi à remplir. Par contre, curieusement, en 2019, alors, on n'a pas trop réussi à remplir. Il faut dire qu'on avait augmenté nos tarifs, parce que les premiers séjours, je les avais mis pas cher pour aussi que ça soit pas un frein. Donc, on a augmenté là, on a vraiment eu du mal à franchir ce cap. Et surtout, je m'étais mise en tête que je voulais absolument que nos clients soient avant tout du B2B. C'est-à-dire, en 2019, j'ai passé beaucoup, beaucoup de mon énergie à démarcher des entreprises. Et pour leur dire, bah voilà, on a fait un test, ça marche, on a des gens qui étaient en burn-out et qui, après nos séjours, ben, sont remotivés pour repartir au boulot. Alors, soit le même, donc un vrai gain pour l'entreprise, tu récupères un salarié, soit un autre, mais sans, tu sais, le côté arrêt maladie hyper long, procès, rancœur. Donc, je me disais, pour l'employeur, c'est de toute façon Bénef. gagnant. Ouais. Voilà, donc je suis allée voir, mais je sais pas, j'ai dû rencontrer une vingtaine de RH, dirigeants, machin.
tout le monde enfin, les gens qui m'ont reçu étaient très sympas. Ils ont tous dit, ah, super projet, oui, le burn-out, c'est vraiment un sujet important. Alors, c'est marrant, hein, Rachel, mais chez nous, il n'y a pas de burn-out. OK. Donc, m'ont dit ça des énormes groupes français du CAC 40, hein. C'est Zéro burn-out énorme. sur des milliers d'employés, voire des centaines de milliers d'employés. Le déni absolu. Déni absolu, exactement. Tu leur as posé la question de savoir combien de congés maladie longue durée ils avaient? Non, tu Pour vois, mettre les choses en parallèle, se poser peut-être un peu des questions. c'est ça. Alors, j'ai eu quelques RH qui m'ont dit, bon, des gens qui font semblant d'être en burn-out pour toucher un gros chèque, ça, j'en ai plein. OK. Donc, bon, voilà. Alors, tu vois, c'est comme ça que tu découvres aussi où en est le marché. En 2019, par rapport à ce que j'en ai vu, le marché n'était pas mûr, le marché B2B n'était pas mûr pour adresser la question du burn-out. Et Ouais, en en 2022, revanche, il est peut-être mieux pour être formé à la question du burn-out. alors voilà, c'est ça, ils veulent bien payer une journée de formation, enfin une demi-journée idéalement de formation sur les risques psychosociaux parce que ça fait bien dans le document unique des risques et machin, mais vraiment avoir une action, c'est-à-dire de dire Jean-Pierre est en arrêt maladie, a priori pour épuisement, on va lui proposer une solution concrète qui va lui permettre de revenir en selle. Ça, non. Jean-Pierre n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. Ça ne nous regarde pas. Et s'il revient, ben ok. S'il revient pas, à la limite, tant mieux. C'était vraiment ça, hein, c'est-à-dire un côté, ben, de toute façon, un salarié qui a cramé, nous, on n'en veut plus. Oui, puis il y a une Donc, incompréhension aussi, je pense, enfin, comme tu dis, c'est souvent considéré comme, oh là là, la feignasse, là, qui prend son congé maladie parce qu'il est un peu fatigué et un peu déprimé. T'as toujours c'est ce, ça. ouais, il y a une fine line entre comprendre la réalité du problème et penser que c'est pas un problème. Exactement. Là, tu as tout à fait mis le doigt dessus, Raphaël. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'idées fausses qui courent sur qui fait des burn-out. Et j'ai fait plusieurs posts là-dessus d'ailleurs sur le burn-out. Ça, c'est un truc qui arrive au fort, au profil fort. C'est-à-dire au sens où si t'es plutôt du genre à pas trop t'impliquer, à pas prendre les dossiers en plus, à jamais rester une minute de plus et avoir pour passion dans la vie la course à pied, la pêche, enfin ce que tu veux, mais un truc à côté et le boulot c'est alimentaire, tu vas pas faire de burn-out, hein, c'est sûr. Au pire, il y a une ambiance pourrie, tu vas dire ouais, je les laisse faire leurs petites histoires. Euh, Par contre, si tu es hyper impliqué, que tu as des valeurs fortes, attends, Ce qui est logique voilà, parce que tu te je dis que laisse juste c'est, ouais, ouais. le temps du téléphone qui sonne. Tu éditeras cette partie-là s'il le faut. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est logique. Si tu es hyper impliqué, que tu as des valeurs hyper fortes, que tu adores ton boulot, ou alors que tu travailles avec un public pour lequel tu te sens une vraie responsabilité, que tu es toujours le premier à dire bah oui, s'il y a personne, bien sûr, je le ferai, machin, bah, c'est là où tu Le crames. client au burn-out, ouais. Voilà. Donc, bref, effectivement, 2019, démarchage qui n'a pas fonctionné. Et donc, alors on a quand même trouvé un partenaire et je le remercie mille fois, c'est la MGEN, donc une mutuelle qui a dit, ah bah nous, ça nous intéresse qu'on a effectivement des gens qui gagneraient à faire vos séjours. Très bien, faisons un super partenariat pour 2020, l'année où on va tout exploser. Bien sûr. Voilà, donc comme tu t'en doutes, 2020, on a fait zéro. Enfin, si on a réussi à glisser un séjour, je crois, en octobre entre deux confinements, donc un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de l'entrepreneuriat et de la vie en général. Donc notre vraie année de démarrage, c'était 2021. Là, 2021, on a démarré avec la MGEN, bon, qui nous envoie 20% de nos clients, pas plus hein, non plus. En fait, j'ai aussi accepté la réalité qui était le B2B, ça va être très long. Par contre, le B2C, ça marche. La preuve, tu as réussi avec aucun historique à mettre 5 personnes dans un séjour. Donc, vas-y sur le B2C, même si ce n'était pas ton plan d'origine. Et aujourd'hui, le B2C, c'est 80%, un peu moins, allez, 70% de nos clients. Quand le B2B, donc entre la MGEN et puis quelques autres structures qui nous envoient du monde, eh ben, c'est 30%, quoi. Et alors Voilà. maintenant, vous avez des châteaux qui sont à vous ou que vous avez en gestion ou que vous louez pour vos séminaires. Comment ça se passe? Parce que c'est très Alors, beau pareil, sur votre site Human Tempo.
N'est-ce pas? Alors en fait, on a rapidement eu la vision qu'on aimerait avoir notre propre lieu pour développer entièrement un lieu qui soit thérapeutique en lui-même. Puisqu'on louait, bah, comme je t'ai dit, hein, une semaine par-ci par-là dans ce super écolieu. Alors, c'est très bien, mais c'était pas chez nous, forcément. Et donc, on a essayé d'acheter un lieu, mais on n'a jamais réussi à boucler le financement, malgré un gros soutien de la Caisse des dépôts qui adorait notre projet. Et donc, on s'est dit, bon, alors, on va pas rester les deux pieds dans le même sabot. On n'a pas réussi à acquérir notre lieu. Mais si on peut pas acheter, puisqu'on a zéro sou, enfin, tu vois, on n'a pas de fortune personnelle, Virginie ou moi, et ben, on peut peut-être louer. Donc, est-ce qu'on pourrait pas à nouveau avoir la même logique que quand j'ai été voir l'écogite et que j'aurais dit, t'as pas des semaines creuses, aller voir des lieux dans notre belle région de Bourgogne et dire, est-ce que vous n'avez pas des mois creux où vous fermez, où vous n'avez pas grand monde, en fait, où vous n'êtes pas tellement rentable? Et donc, ça tombe bien, en Bourgogne, oui, carrément. Tu vois, on n'est pas à la Côte d'Azur ou je ne sais pas vers chez toi comment ça se passe. Mais en tout cas, en Bourgogne, il y a pratiquement 7 mois dans l'année qui sont la saison creuse. C'est-à-dire tout l'hiver et une bonne partie de l'automne et du début du printemps. Donc, j'ai trouvé un premier château qui m'a dit, bah, OK, nous, on veut bien vous louer pour un prix, bien sûr, moins cher puisque c'est la basse saison, une période de 5 mois. Donc là, on s'est un peu lancé, tu vois, un peu flippé. On s'est dit, bon, bah, on va louer un château pour 5 mois et maintenant, il va falloir le remplir, quoi. Sachant qu'on faisait Bon une coup de pied aux césure. fesses! Ouais, c'est ça. Là, c'est devant le mur que tu vois le mur, et que tu commences à trouver des moyens de l'escalader ou de le défoncer. Mais bon, bref. Donc, effectivement, on s'est nous-mêmes placés au pied du mur en se disant, ben, on faisait une césure par mois jusqu'à présent. Là, on a un château, il va falloir passer à une par semaine. Alors, comment on fait? Donc, ben voilà, on a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait faire. On a créé d'autres propositions que simplement la proposition burn-out, notamment la semaine de ressourcement qui s'appelle Respire, c'est du pur bien-être. On a créé une semaine pour ceux qui veulent changer de vie et ben, on a augmenté notre budget pub en se disant ça va marcher. Et enfin, ça s'est vraiment super bien passé puisqu'on a rempli effectivement nos 5 mois avec un séjour par semaine. Donc, je crois qu'il y avait quand même des semaines où, pour X raison, le château ne pouvait pas. Enfin, il y a eu 2 semaines, je crois, où on n'a pas pu. Donc, on a dû faire une vingtaine de césures sur les 5 mois. Donc, c'était trop bien. On était hyper fiers de nous. Et Oh, on en a annulé une, voilà, pour info vérité, hein. Il y a eu quelques-unes où il n'y avait pas grand monde, mais vraiment annulé parce qu'il y avait moins de 4 inscrits, une seule. Et si vous travaillez dans le domaine des séjours de bien-être ou des séjours touristiques, vous savez que c'est une bonne statistique. ouais, c'est canon. Et alors, Ouais. du coup, de votre expérience, c'est quoi le besoin? Parce que tu as évoqué changer de vie, et c'était un point dont je voulais parler avec toi. Ouais. Parce que tout le monde veut changer de vie en ce moment, hein, tout le monde veut changer de vie et puis sortir de Paris. Donc toi, tu es sorti de Paris Hmm. bien avant tout le monde, tu es parti en Bourgogne il y a presque 11 ans. Mais changer de vie, est-ce qu'on peut en parler? C'est quoi, de ce que tu vois, les bonnes pratiques? Parce que pour moi, on me Ouais. dit toujours, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent, je suis pas heureux dans ma vie, donc je veux changer de vie. Et Ouais. je dis toujours, hop, 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 on se calme, parce qu'on va y aller pas à pas, parce que tout Hmm. changer, c'est la source ultime Ouais. pour la vautrade. Donc il faut y aller pas à pas, il faut identifier ce que tu veux vraiment changer, et cetera, et cetera. Donc du coup, c'est quoi what is your take on, comme diraient les Anglais, Sure. sur le changement de vie et ce que tu vois marcher ou moins bien marcher, pour ceux qui Ouais. essaient de le faire? Très bien. Alors, déjà, juste un mot sur pourquoi on est parti sur cette thématique, qui est aujourd'hui notre deuxième grande thématique après l'épuisement. En fait, on avait beaucoup de gens qui arrivaient en séjour burn-out en disant, de toute façon, voilà, après ce burn-out, je n'y retournerai pas, je veux me reconvertir, je veux tout changer. Donc, on leur disait exactement ça, c'est-à-dire, attends 2 secondes. Et donc, on s'est dit, bon, ben, voilà, les gens burn-out, c'est une demande qu'ils ont. Donc, à un moment, il faut l'adresser. Et donc, effectivement, ce qu'on dit aux gens qui viennent en séjour burn-out, c'est-à-dire qui sont en épuisement, qui ont un gros ras-le-bol général de leur boulot, mais aussi souvent de plein d'autres choses, c'est pas le moment de te poser la question de changer de vie. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en état. De toute façon, même si tu te lançais dans bilan de compétences, coaching, machin, tu es trop crevé. Donc, tu vas gaspiller
peu d'énergie que tu as, que tu devrais consacrer à récupérer, tu vas déjà te projeter dans plein d'autres choses que tu vas pas pouvoir mettre en œuvre parce que tu n'auras plus d'énergie. Donc, c'est pas le bon moment. Si tu es en burn-out, la première chose à faire, c'est de récupérer de ton burn-out. Mm. Et plus tu vas te poser des questions du genre, bon sang, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je devrais faire cette formation, machin? Plus tu stresses, plus tu ralentis ta récupération. Donc les questions de sens, on les met de côté jusqu'à avoir récupéré environ 50% de ses capacités. C'est-à-dire, en gros, hein, Comment tu le dormir mesures, bien ouais, au à moins. dormir, d'accord, ouais. Ouais, alors il n'y a pas de règle fixe, mais c'est plus un feeling, c'est-à-dire notamment avoir des émotions qui débordent pas, c'est pouvoir dormir bien au moins une nuit sur deux, c'est d'avoir assez d'énergie dans la journée pour accomplir toutes les tâches nécessaires et pouvoir quand même avoir un peu d'énergie qui reste le soir, donc à consacrer à pourquoi pas ton changement de vie. Voilà, ça c'est déjà la première étape. Ensuite, ce qu'on conseille aussi aux gens en burn-out, c'est, si c'est possible, retourne dans ton job d'avant en mi-temps thérapeutique. Parce que ça va te permettre de boucler la boucle de manière propre, même si tu veux partir, hein. C'est-à-dire, en général, quand les gens sont partis sur un burn-out, les dernières semaines, mois, voire années, c'était horrible. Ils étaient épuisés, ils ont peut-être connu des crises de larmes ou de colère, ils ont mal réagi sur certains trucs, tout simplement parce qu'ils étaient au bout. Ils ont eu l'impression de tout lâcher en plan, de lâcher leurs collègues. Donc il y a beaucoup de culpabilité et de malaise lié à ça. Donc nous, on dit, bah voilà, là, on t'a donné les clés, tu as pu regagner en confiance en toi et en énergie pour y retourner de manière sereine. Donc vas-y, et comme ça, tu vas te prouver que tu es capable. Et que si tu veux changer, c'est pas parce que tu ne peux plus faire ce job, c'est parce que tu as envie de changer. Donc ça, D'accord. c'est une différence qui est fondamentale. Alors, tout le monde ne le fait pas, hein. Il y en a qui disent, bah non, moi, c'est hors de question que j'y retourne. Ok, on respecte cette décision. Mais si tu peux, c'est toujours bien de boucler les choses proprement. C'est-à-dire, j'y D'accord. retourne. Intéressant. Ouais, voilà, je gère notamment, bah, je négocie hein, un départ. Ça peut être l'occasion de négocier une formation, un bilan de compétences. Tu vois, plutôt que juste partir en arrêt maladie et après, on te revoit plus jamais, quoi. Donc ça, c'est pour les gens spécifiquement en burn-out. Après, pour les gens qui sont prêts à passer au changement de vie réel, donc soit parce que leur burn-out date d'il y a quelques mois ou quelques années, ou soit parce qu'ils ne sont pas passés par la case burn-out, mais juste qu'ils en ont marre. Donc nous, en fait, on s'appuie sur une théorie que j'adore, qui est la théorie U de Otto Scharmer. Je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas, je te conseille, enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté, notamment parce que Otto Scharmer dit qu'il y a deux fondamentaux au changement, c'est s'offrir un temps suspendu et le faire en petits groupes. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Human Tempo, c'est exactement ça. On te propose un temps suspendu dans un petit groupe bienveillant, en l'occurrence. Donc, ouais, donc nous, ce qu'on dit, c'est voilà, pourquoi on le fait en format résidentiel? C'est parce que à un moment, si tu veux vraiment changer, eh ben, octroie-toi ce temps suspendu. C'est-à-dire où tu vas mettre de côté tes problématiques, ta charge mentale quotidienne et créer un espace vierge où, en quelque sorte, tout est possible. Je sais Canevas pas ce que tu blanc. en penses? Ouais, bah moi, dans ma formation Graines de Baobab, j'ai un module qui s'appelle la pause s'impose, parce que pour Ouais. moi, c'est le truc numéro un, Mmh. effectivement, qu'il faut faire pour réussir à connecter avec la tête, le cœur, le corps, être capable d'aller chercher ses intuitions, etc. Et C'est débloquer ça. le cerveau qui te freine systématiquement dès que tu as une idée et qui te dit: «Ah ben non, moi je peux pas» ou «Oui, j'aimerais, mais c'est pas possible pour moi parce que ta, ta, ta». Ouais, là, bah, on arrête le «c'est pas possible». On commence déjà par écouter, ce que ton cœur et ton corps te disent. Mais pour ça, Mmh. il faut s'arrêter pour pouvoir écouter. Exactement. Parce que si tu C'est es à ça. 200 à l'heure, tu fais pas. Et moi, tu vois, moi qui ai toujours eu une personnalité à 2000 à l'heure, vraiment les moments d'épiphanie dans ma vie, ça a été quand j'ai traversé le Pacifique à la voile, donc je n'avais pas d'autre option que de m'arrêter Oui, et ne rien faire. Et c'était génial. les périodes de rando, tu vois? Je suis partie une fois randonner 17 jours au Népal. Ça a été la première fois où j'ai Mmh. fait un moment vraiment de temps lent ou ralenti. Mmh. Énorme Mmh. d'épiphanie aussi, parce que
Ouais, il y a vraiment la sensation de connexion avec son cœur, son corps, ses intuitions et puis d'un coup ta créativité et puis tes rêves et tes machins, tu as tout qui monte et ça vient pas tout de suite, hein. Ça prend pas moi, ça a pas pris 5 jours, hein. Je suis pas sûre qu'en une césure de 5 jours, ce serait venu, mais certainement en étant accompagnée et avec des outils, oui, ça vient plus vite, mais non, non, je suis absolument d'accord avec la pause, qui s'impose. Hmm. C'est ça, c'est ça. Donc nous, c'est vraiment le premier élément. C'est-à-dire les gens, quand ils m'appellent et qu'ils me disent, bah voilà, je voudrais changer, mais j'ai pas d'idée, ou je voudrais changer, mais j'ai plein d'idées, je sais pas laquelle est la bonne, je leur dis, c'est normal. En fait, tu peux pas installer un vrai changement en profondeur en y réfléchissant 20 minutes par jour sur ton temps de trajet, quoi. Faut vraiment faire de la place dans son quotidien. Et une phrase qu'on dit beaucoup, c'est le changement, c'est aussi accepter de lâcher l'ancien. C'est pas que accueillir ou chercher du nouveau, c'est un moment faire de la place, quoi. Et pour faire de la place, il faut que l'ancien parte. Et c'est comme ça que le nouveau pourra arriver. Donc, nos césures en 5 jours sont effectivement aussi énormément sur le lâcher prise, le lâcher de ce qu'on veut plus, et tout autant que sur oser accueillir ce qui vient. Euh, C'est intéressant que et tu dises oser parce que donc moi je dis wonderful, c'est oser l'extra dans l'ordinaire. Et oser, en fait, ce que je réfléchissais, c'est quand même baseline. Et je me suis dit, mais en fait, vraiment le terme de oser, je pense que c'est celui qui est hum, le plus important parce qu'en fait, oser, ça veut pas dire faire des choses folles, mais c'est oser s'écouter, oser connecter. Enfin, et c'est intéressant pour toi, c'est quoi l'audace, par exemple? Qu'est-ce qui est pour toi audacieux? ah, Ce qui est osé. alors je vais paraphraser la théorie en U parce que vraiment, c'est ça que ça m'a tellement plu, tu vois. Oser, nous, ce qu'on dit, c'est oser. Alors, dans la théorie U, ils vont appeler ça la présence à soi. Et plus prosaïquement, c'est oser se poser la question, qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, c'est des questions qui font peur, en fait. Parce que tu te dis, bah, en fait, j'en sais rien, mais du coup, si je ne sais pas, alors ça veut dire que je sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'écouter ce que la société te propose d'être. Parce qu'il y a des réponses à tout ça qui sont toutes faites, hein. Bah, tu fais des études, tu prends un bon job, tu achètes une maison, blablabla, voilà, hein. C'est clé en main quelque part. Mais oser se les poser vraiment, c'est ça l'audace pour moi. Je sais pas si ça Ouais. rejoint Ah ouais, certaines de tes approches. ah ouais, c'est une super réponse. Je te remercie pour ça. Je Non, c'est t'en cool. prie. Et Et souvent, en fait, ouais, vas-y. ouais, en fait, ce que je dis aux participants, c'est ça va vous permettre d'éviter le premier regret des mourants. Alors peut-être que tu as vu ça Ouais, aussi. C'est une infirmière ouais. australienne qui a Mm, compilé les regrets des mourants. Et le premier regret, c'est quand même, j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma propre vie et pas celle que je pensais devoir vivre. mm. Donc pour moi, ça rejoint vraiment ça, c'est-à-dire que quand tu prends le temps d'oser te poser ces questions-là, eh ben, tu t'offres la possibilité de faire le choix de vivre ta propre vie. Alors, le choix, c'est hyper important parce que tout est une question de choix. Et puis, alors après, je trouve que moi, la difficulté que j'entends souvent chez les gens pour faire ces choix et oser faire ces choix-là, c'est qu'ils sont paralysés par la peur du regard des autres. Plus souvent encore Hmm, que la peur de l'échec, etc. Mais hmm, la peur du jugement, la peur du regard des autres, justement, d'oser vivre une vie qui est pour soi et qui n'est pas celle qu'on attend, que les autres attendent de nous, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Et ouais, ça vient chercher plein de peurs très, très profondes. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est un sujet lourd. Ouais, complètement, Et alors, pour oser, complètement. du coup, toi, prendre soin de toi et écouter qui tu es, alors qu'est-ce que tu fais c'est quoi, si tu as des rituels, je ne sais pas, qui te permettent de prendre soin de ta santé physique et mentale et de justement continuer à connecter avec toi, Hmm, c'est quoi les rituels qui marchent pour toi? Parce que j'adore les yes. rituels. Alors, moi, c'est pas hyper compliqué, hein. C'est-à-dire que le truc qui me ressource systématiquement et qui me rend toujours heureuse, c'est de marcher dans la nature.
Donc, c'est à la fois très simple et très riche. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est le plus efficace, c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu un documentaire d'Arte qui s'appelait les incroyables bienfaits de la marche, je crois. Ouais. Bon, on le trouve sur YouTube très facilement, où de très sérieux scientifiques t'expliquent que la base de la base pour une bonne santé mentale, c'est marcher au moins 20 minutes par jour. Et donc ça, c'est quelque chose que je pratique autant que possible. Comme tout le monde, je ne dis pas que tous les jours, 365 jours par an, je le fais, mais je le fais quand même très souvent. Alors parce qu'on a un outil génial à la maison pour ça qui s'appelle un chien, et donc qui t'oblige à aller marcher. Sinon, il fait caca partout. Mais j'exagère, mais voilà. Donc, ouais, c'est la base de la base pour moi, c'est-à-dire tous les jours marcher. Et j'ai la chance d'habiter dans la nature. Mais je pense que chaque personne, même qui habite en ville, enfin, quand quelqu'un m'appelle et me dit, bah voilà, en ce moment, ça va pas du tout, le premier conseil que je donne, c'est marcher. Allez, si vous n'arrivez pas, si 20 minutes pour vous, c'est trop, commencez par 10. Voilà, c'est vraiment mieux que zéro. Et ça, c'est la base. Donc, mon rituel bien-être, c'est de marcher tous les jours. Et D'accord. c'est de m'octroyer régulièrement aussi des pauses où je vais pouvoir aller marcher plus longuement. Donc, soit de la rando. Là, je sors d'une semaine à la montagne. Ben voilà, pour moi, c'est hyper ressourçant. Et aussi un truc, c'est de ne pas confondre fatigue mentale et fatigue physique. C'est-à-dire que là, tu vois, après ma semaine, après mes vacances de Nouvel An, très active et ma semaine à la montagne, je suis mentalement reposée. Par contre, je suis physiquement fatiguée. Parce que, ben voilà, hein, à la montagne, tu te lèves tôt, on a fait du ski toute la journée, le soir, on était avec les copains, donc c'est super. Et donc, mon autre rituel pour récupérer, quand je sens que la fatigue, elle est physique, c'est hyper simple aussi, c'est de me coucher à 8 heures du soir. C'est tout simple, hein, tu vois, rien de fou. C'est vraiment de manger léger et hop, au lit et j'éteins à 9 heures. Et si je me fais 2-3 nuits comme ça dans la semaine, quand je suis crevée, je peux te dire que la fatigue physique, ben, parce qu'il se trouve que j'ai un bon sommeil. Donc pour moi, dormir, c'est vraiment le truc qui me ressource. Donc voilà, je prends pas de bain parce que ça me culpabilise. Oui, je sors un peu avec mes copains, copines, mais voilà, mais je te dis, la base, c'est dormir et marcher dans la nature. Alors rien de fou, et en même temps, quand tu pratiques, eh ben, la Ah différence, ouais, elle est tout de suite là. d'accord. Mm. D'accord. Et alors, tu nous as donné plein enfin d'outils, enfin pas d'outils, mais de citations, etc. Qu'est-ce qui t'inspire en général? C'est quoi je sais pas, les sites, les personnes, les podcasts, les livres, enfin les choses euh, qui sont tes références pour cultiver le bien-être, etc. Alors, ouais, j'ai cité la théorie U de Otto Scharmer. Donc, le livre est un peu abscon, mais il y a une version simplifiée qui est sortie, donc que je dois avoir, hop, sur mon bureau ici. Vas-y, montre-nous. Théorie U, l'essentiel. Je Ah sais pas si ah, tu vois bien. ouais. Voilà. Donc, celui-là, il est vachement bien, un peu théorique, comme son nom l'indique, mais il y a énormément de réflexions que tu peux avoir autour, etc. Moi, je suis pas. Enfin, qu'est-ce qui m'inspire en termes de bouquins? Alors, je lis vraiment beaucoup de trucs. Alors, tu vois, je vais être plus inspirée par un livre comme Mange, Prix, Aime Mm. que par un bouquin de développement personnel pur. Parce que je pense que j'ai besoin d'avoir une part de romance, une part d'émotionnel dans un bouquin que je lis, plus que juste des clés avec des bullet points et tout ça. Ou alors, Alors, du si coup, je veux tu vas vraiment... aimer Maud Ankawa si tu aimes des romans un peu développement personnel et où ça parle de la marche. Je sais pas si tu les as lus ou Oui, pas. Ouais. j'en ai lu un. Alors, oui, bah, écoute, c'est bien. Pour C'est moi, pas c'est un forcément les petit mieux peu... écrits. Pardon? C'est pas forcément les mieux écrits. Ouais, voilà. Enfin, je comprends complètement. Et on a plein de participants qui adorent Maud Ankawa et je l'ai dans la bibliothèque de Human Tempo. Pour moi, et c'est un avis complètement personnel, Maud, si jamais un jour tu nous écoutes, je ne te connais pas, mais bravo pour ce que tu fais. J'aimerais être capable d'en faire autant, bien sûr. Mais pour moi, personnellement, c'est un peu mécanique. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit les ficelles. euh, Ce qui est le but aussi, hein, c'est comme ta deuxième vie commence quand tu réalises que, non, enfin bref, que les lions mangent des salades. Et donc, Que tu n'en as qu'une. oui, c'est ça, voilà. Et donc, de Raphaël Giordano.
Je l'ai lu. Je crois même l'avoir lu 2 fois. Je le conseille aux gens. Mm. Pour moi, à titre complètement perso, c'est un peu trop mécanique. Voilà. Donc, comme quoi, il y en a pour Ouais, tous les goûts. d'accord. Donc, pardon, je t'ai interrompu. Donc, on revient sur les choses qui t'inspirent ou, je sais pas, les podcasts que Non, tu non, aimes pas de bien. problème, pas de problème. Ouais, voilà, donc plus ouais, des romans avec ce genre avec vraiment une dimension de transformation, des récits de vie, euh, voilà, D'accord, et quelques bouquins théoriques, voilà. Donc, d'accord. sinon, voilà, j'ai suivi aussi quelques cours en ligne sur Coursera, notamment sur la psychologie positive, que j'ai trouvé super intéressant. Donc, comme c'est pratiquement gratuit, je le conseille aussi. D'accord, canon. Et alors, c'est intéressant parce qu'on en discutait avant de commencer à enregistrer, mais c'est vrai que donc, tu as commencé ton travail dans l'entrepreneuriat social en faisant de la mode éthique et consciente de l'environnement. Du coup, c'était un travail avec un impact, etc. Et beaucoup de gens qui veulent changer de vie, parce que le fond de leur réflexion, c'est je veux avoir du sens, je veux avoir un impact, etc. Et comme quoi, tu peux avoir un métier avec du sens et de l'impact et faire un burn-out, un deuxième avec du sens et de l'impact et faire un burn-out quand même. Du coup, euh, pour tous ces gens qui cherchent à avoir de l'impact et du sens, qu'est-ce qui te paraît être une clé pour avoir un équilibre Hmm. et en trouvant du sens dans sa vie? Ouais, bien sûr. Euh, Plusieurs choses. Première chose, c'est toutes les boîtes à impact ne conviennent pas à tout le monde. Enfin, on fonce une porte ouverte, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super important de bien voir le type de structure qui va te correspondre. Parce qu'en fait, c'est là où tu vas avoir plus ou moins de chances de t'accomplir et de trouver ton équilibre. Exemple, comme j'ai cité, pour moi, le monde associatif, ça ne me convient pas parce que c'est trop complexe en termes de gouvernance. Voilà. Donc, ça peut être la meilleure asso du monde. Je ne pense pas que je vais m'y épanouir. C'est perso. Voilà. De même, il y a des gens qui vont être très mal à l'aise dans une toute petite structure parce que le caractère fragile de la structure va les stresser. Donc, voilà, faire attention aussi au type de structure dans lequel vous voulez vous impliquer. Et pareil, l'entrepreneuriat à impact, et notamment les gens qui veulent se lancer dans le bien-être. Alors, toi, tu dois en avoir beaucoup aussi qui te contactent, mais nous, on en a beaucoup. Ça reste de l'entrepreneuriat, hein, les gars. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver son marché, son business plan, faire de la com, etc. Et oui, ça a, crois, 4 chances sur 5 de se planter parce que c'est les stats quand tu crées une boîte, quoi. Donc, voilà, avoir bien tout ça en tête et pas penser que l'impact, en fait, va être une sorte de baguette magique qui va faire que de toute façon, tu vas être heureuse ou heureux. Je ne sais pas si ça te parle, Ouais, ouais, tout à fait. Raphaël. Voilà, Absolument, absolument. c'est ça. Et alors, pour tous Donc, ceux qui ont envie de changer de vie, et alors tous ceux qui ont une forme de connexion avec eux-mêmes, tu vois, qui savent un petit peu toucher du doigt quels sont leurs rêves, aussi grands que ou petits soient-ils d'ailleurs, hein, mais qui n'osent pas franchir le cap, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui lisent ou écoutent ton témoignage aujourd'hui? ouais, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est prends ce temps suspendu. C'est-à-dire que quand tu es dans le même quotidien, c'est hyper dur de changer parce que tout te ramène à ta situation actuelle. Sauf si elle est ultra douloureuse, que tu es frappé tous les jours, et que tu n'as plus rien à manger, évidemment, voilà, là, tu n'as pas d'autre choix que changer. Mais si dans ton quotidien, comme la plupart des gens, tu as une certaine forme d'équilibre et de confort, que ce soit tes proches, tes collègues, toi-même, il y a une énorme partie de tous ces gens-là qui vont dire, bah franchement, enfin, de quoi tu te plains? Ça va, c'est pas si mal. Oui, mais alors tu vas lâcher un truc pas mal pour l'inconnu, c'est dangereux. Donc c'est ultra difficile, c'est parfaitement normal. Donc vraiment, ce temps suspendu, c'est-à-dire j'adore tes exemples, Raphaël. Aller marcher dans la montagne pendant 17 jours au Népal ou en Creuse, hein, voilà. Exactement, c'est très bien Voilà, aussi. C'était c'est l'époque où on ne se ça. souciait pas de l'environnement et de son impact carbone, hein, c'était en 2000. Exactement, il y a eu une époque comme ça, hein. Ou venir à une césure change, bien sûr, parce que là, on va tout mettre en place pour que le déclic puisse avoir lieu.
Et parfois, voilà, accepter que parfois le déclic, c'est ben, je ne souhaite pas changer maintenant. Et c'est super OK. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas d'injonction à changer, à réussir un quelconque changement. Et alors je Nous, rajouterais même, je rajouterais ouais, même, je souhaite pas changer maintenant et je souhaite pas changer quelque chose de très gros parce que parfois c'est vraiment un micro truc qu'il mmh, faut faire, varier dans tous les paramètres, de ta vie et d'un coup tu regardes la situation complètement différemment. c'est ça. Et ça, c'est possible quand tu prends un temps off pour vraiment enlever en fait le bruit, tous les parasites autour. Tu as plus rien, tu as juste toi et toi-même avec bah, soit des gens qui t'accompagnent, soit juste la nature qui est un super accompagnant aussi. Et là, les choses te sautent aux yeux, Ouais. vachement plus. Je vais prendre un exemple hyper simple. Nous, je pense qu'à chaque césure change, il y a au moins une personne qui réalise que le problème, c'est pas du tout son job, mais c'est son couple. Voilà. Et c'est une réalisation qui est douloureuse, hein, parce que, ben, tu vois, c'est plus facile de changer de job que de changer, un conjoint avec qui tu es depuis 20 ans. Mais il vaut mieux le regarder en face plutôt que de changer de job et se dire: «C'est bizarre, ça va pas mieux». L'importance de l'entourage, ouais, elle est clé. C'est Ouais, fou comme dans toute, forme de changement que tu entreprends, si tu sais être bien entouré et te nourrir de bonnes choses, hein, alimentation, ce que tu écoutes, ce que tu lis et cetera, ouais, c'est hyper porteur. C'est en ça que je rejoins vachement, ce que tu disais, Human Tempo. Tu as le temps suspendu et tu as le le petit groupe. groupe. Je pense que vraiment, moi, c'était un énorme, aussi, truc qui m'a ouvert les yeux quand j'ai fait mon premier coaching en groupe, de te dire: «Mais en fait, la puissance de l'apport, de personnes qui ont les mêmes problématiques que toi, qui sont dans le même état d'esprit que toi, dans la même logique, c'est fondamental». Hem, c'est fondamental, pour et moi, j'avais une dernière question. Est-ce que quand tu étais petite, justement, toi qui as fait du travail pour connecter un peu à toi et cetera, tu avais un rêve, un truc, qui te tenait à cœur? Et si oui, est-ce que tu l'exprimes aussi dans ce que tu fais? Oui. Et bah, écoute, quand j'étais petite, je voulais être aventurière et je voulais être exploratrice. Et pour moi, ça voulait dire, ben, Indiana Jones, tu vois? Donc partir, explorer, des grottes, inconnues, des pays, mystérieux et cetera. Et puis, bah, bien sûr, je ne suis pas devenue Indiana Jones, mais je me fais souvent la réflexion que je suis une forme d'exploratrice, ou en tout cas que j'estime avoir été fidèle à mon rêve d'enfant, au sens où bah, j'explore la vie, mais au sens où je sors des sentiers battus. Voilà, c'est ça. Donc finalement, être exploratrice pour moi aujourd'hui, c'est ça. Et explorer aussi l'intérieur, les relations, l'entrepreneuriat et en tout cas pas faire, enfin plutôt construire le chemin qui me ressemble à moi. Voilà, Ah, c'est canon ce que tu dis là parce que, je trouve que c'est cool. souvent la raison pour laquelle on s'auto-censure. Tu sais, quand on a justement, quand on repêche une idée qu'on a à l'intérieur de soi, et on se dit: «Bah, je veux être aventurière». «Ah bah non, je peux pas être aventurière parce que j'ai une vie, normale» et cetera et en fait, c'est traduire ses envies profondes dans quelque chose Mm, de beaucoup plus ordinaire et en fait, c'est pas parce que hem, ton besoin ou ton ressenti, il paraît très gros au départ, que tu peux pas trouver une manière de l'exprimer qui est tout à fait à toi, mm. dans ta voix, et cetera. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, C'est j'adore. ça. Je te remercie pour ces mots. Bah, donc tu es Bah, tant mieux. Dora l'exploratrice, Tant mieux, tant mieux. bourguignonne. Voilà, c'est ça, parce que l'exploratrice de nous deux, c'est quand même plus toi, Raphaël, hein, on va être très clair. Mais j'estime avoir été fidèle à ma nature quand même, à ma manière. Ouais, c'est top, je te félicite. Non, j'allais juste dire, comme j'ai encore des dizaines d'années à vivre, qui sait, j'explorerai peut-être physiquement des lieux un jour. C'est ça, le jour où on aura inventé les avions qui ne polluent pas. Ça Ah, sera bien ça. exactement. Voilà. Bon, bah, c'est cool et il y a un truc que tu voudrais ajouter? Sinon, je voudrais bien que tu redises un peu à tout le monde, le nom de ta boîte, le site internet où on peut aller avoir Ouais, des infos et cetera. Ça m'intéresserait, s'il te plaît. ouais, bien sûr. Bah écoute, rien de spécial à ajouter parce que tes questions étaient très complètes et profondes, donc merci pour ça. Et effectivement, bah, si les gens sont intéressés par ce qu'on fait, c'est Human Tempo, donc comme ça s'entend, Human plus loin Tempo.
Parce que pour moi, c'est important que on retrouve sa connexion avec l'humain qu'on est et qu'on le fasse à son propre tempo. Voilà. Et le site humantempo.com. De toute façon, si vous cherchez Human Tempo sur Google, vous tombez sur nous. Il n'y a que nous qui nous appelons Human Tempo. Bah, c'est un super nom. Voilà. Et C'est un donc, super nom et c'est une ah, super merci. application. Alors attends, je vais essayer de remettre la Merci, vidéo quand même merci. pour que tu la vois. Et me revoilà. Bon, bah, merci Rachel pour tout. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi et d'en savoir plus sur Human Tempo. Je vais arrêter le recording